Bonjour chers amis, chers chercheurs de vérité. Aujourd'hui je voudrais aborder le sujet intéressant et essentiel, à savoir que notre corps serait notre meilleur baromètre, serait un baromètre infaillible pour nous permettre de réguler nos expositions aux peurs, donc nous permettre d'approcher les lois de l'équilibre et du bien-être. Ainsi, comme il est souvent dit, le sauveur n'est pas externe, il est intérieur en nous. Bien sûr, un aidant va toujours pouvoir vous soutenir émotionnellement et bien vous accompagner dans le décodage du rébut de vos souffrances et des sensations de votre corps. Mais il n'aura pas, c'est pas lui qui va livrer, cet aidant, la solution qui se trouve à l'intérieur de vos sensations, à l'intérieur de vos symptômes, puisque dans ces sensations, il y aurait l'expression des mouvements pertinents à entretenir dans les liens aux autres pour libérer le matériel traumatique, donc pour l'épurer, ce matériel traumatique, dans les bonnes dynamiques relationnelles. Donc vous voyez, ce corps, ça serait le baromètre, ce mental, puisqu'on est d'accord, le mental c'est le récepteur des sensations internes de notre corps. Ce mental qui est intégré dans notre corps, comme je vous dis souvent, c'est celui qui a la fonction sensorielle d'être réceptif aux tensions internes de notre corps ou d'être réceptif aux élans d'amour tournés vers l'extérieur. Donc, le mental serait cet outil indispensable intégré dans ce corps, cet ego véhicule de l'âme. Donc un ego à respecter, puisqu'encore une fois, souvent on confond l'ego traumatisé avec l'ego. Non. L'ego, c'est le véhicule de l'âme. Il est autant à respecter que notre âme. C'est ce qui permet cet ego, ce corps limité, cet habit qui nous permet de faire intégrer notre âme dans ces mondes yang. Donc il est essentiel, puisque nous appartenons au monde yang. Où allons-nous aller? Nous ne sommes pas des anges, des archanges, donc où allons-nous aller si nous n'avons plus notre ego? Donc cet ego, c'est important qu'on l'aime, qu'on le chouchoute, parce qu'il fait tant pour nous. Quand il fait du zèle, cet ego, c'est qu'il a peur. C'est pour ça qu'il faut le libérer de ses peurs, pour que cet ego ne soit plus dans un fonctionnement déséquilibrant, et que le mental puisse faire son travail fonctionnel, d'être réceptif à nos sensations internes. Parce que le mental, il est toujours réceptif de façon pertinente à nos sensations internes, mais lorsqu'il est dirigé par un ego traumatisé, il écoute plus ce mental, les peurs de l'ego, que ses sensations internes. Ce mental, il écoute plus les peurs de l'ego que les sensations internes quand il est traumatisé. Donc, on voit comment il faut constamment revenir à bien chouchouter cet ego, ce véhicule de l'âme, pour que cet ego se libère. Écoute-moi les messages de ses peurs, de toutes ces énergies négatives, et que ce mental écoute davantage les sensations internes de notre corps qui, eux, ne nous tromperont jamais. Voilà. Et les sensations internes de notre corps, c'est notre ego. Voilà. Donc, ce mental, il est tiraillé entre les messages des peurs et les messages du corps de ce véhicule de l'âme. Voilà. Donc, vous voyez comment il est important que nous respections notre ego, notre corps, nos sensations internes, puisque c'est cet ego qui nous donne les bons messages. Et si nous ne respectons pas cet ego qui nous donne les bons messages,
nous écoutons les peurs. Les peurs, ce sont ces contraintes, ces énergies négatives qui abusent de notre naïveté. Voilà. Hein. Donc, vous voyez, il faut vraiment que vous alliez rechercher à chaque fois la dynamique qui se joue derrière pour comprendre vraiment que le respect de cet ego est essentiel. Je vous en parle depuis des vidéos, mais il faut vraiment réaliser que c'est essentiel. On ne peut pas comme ça banaliser, négliger en disant oui, le mental, au-delà de le rejeter, de banaliser en disant oui, on n'en a pas nécessairement besoin de ce mental. Ce mental, il est essentiel. Il est essentiel. Et, ce mental et ce corps. Hein. C'est surtout ça. C'est ce corps, cet ego, ce véhicule de l'âme est essentiel à considérer pour que notre mental puisse plus tenir compte de ces messages de cet ego que des messages des peurs. Voilà, puisque quand le mental écoute l'ego traumatisé, il n'écoute pas l'ego, il écoute le traumatisme. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est important, hein, vraiment, de réaliser tout ça. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment voir de façon plus approfondie ce sujet avec vous. Hein. Donc, on peut dire qu'à l'heure actuelle, dans cette matrice sociétale, bien huilée, tout participerait à la non-écoute de notre meilleur guide, le corps. Le corps, l'ego, tout participerait à ne pas écouter ce corps et ses sensations internes. Pourtant, toutes ces sensations internes en nous donneraient systématiquement le bon tempo dans la régulation des expositions aux peurs. Donc les tensions indiqueraient en nous des résistances et demanderaient un recul transitoire dans les relations. Hein, vous voyez quand toutes ces sensations internes nous donnent énormément d'indications. Ces sensations vont nous permettre de nous dire, tiens, là, il y a une résistance interne, ça m'amène à penser qu'il faut que je me mette en retrait de cette situation contraignante. C'est-à-dire que les tensions internes nous indiquent quand il ne faut pas rester dans une situation devenue trop insécurisante pour se mettre en retrait. Les sensations internes, c'est aussi ces élans de cœur sur l'extérieur. Mais attention, des élans de cœur dans le sens des élans de cœur, des élans dans l'amour inconditionnel. Cela aussi, c'est très important. Ce n'est pas des élans par rapport à de l'amour égotique. Ces élans, ces attractions que vous avez, qui vous attirent sur l'extérieur, qui sont contrôlées, dirigées par de la jalousie, de l'impulsivité, du jugement, de la passion, là encore, ces sensations ne vont pas être des forces d'attraction à écouter justes et légitimes. Hein. Quand vous avez cette sensation d'élan sur l'extérieur qui marquerait qu'il faut entendre, écouter ce besoin d'ouverture, de partage à l'extérieur de façon juste, ce sont ces élans vraiment d'amour inconditionnel qui respectent autant l'amour de vous-même que l'amour des autres. Donc on aurait ces deux forces d'attraction et de répulsion à écouter au travers de nos sensations internes. Force, résistance interne qui nous indique qu'il faut se mettre en retrait de la situation. Force d'attraction, d'amour, d'élan, d'envie d'amour inconditionnel sur l'extérieur qui nous indiquerait qu'il faut aller vers l'autre. Ce seraient donc des indices essentiels afin de gérer adéquatement les allers-retours dans nos confrontations aux peurs dans les relations. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hein. Ça paraît simple, mais on va voir que les peurs prennent souvent le contrôle
le dessus sur ce que le mental enregistre des bonnes informations captées dans les sensations, ça va être les peurs qui vont prendre le dessus sur ces bonnes informations que le mental a captées sur ces sensations pertinentes de résistance interne en nous ou d'élan sur l'extérieur. Voilà. Donc, tension interne, on se met en retrait. Élan, attraction d'amour inconditionnel, on se met en partage. Lorsque on est dans cette configuration où on aurait un élan, une attraction dans un amour égotique, on voit, ce serait un amour dirigé par les passions, la jalousie, le jugement, l'impulsivité, tout ça. On voit que ça serait les peurs, les traumatismes qui prendraient le dessus sur ce que le mental aurait capté de résistance interne et qui dirait de ne pas y aller. Mais comme l'ego traumatisé aurait une énergie plus forte que ces peurs légitimes internes en nous, le mental se laisserait diriger plus par les messages de ces peurs dans une loi d'attraction par rapport à un amour égotique. Le mental se laisserait plus diriger par cette force d'attraction de l'amour égotique que par les forces légitimes justes de répulsion et de tension interne qui lui diraient à ce mental de ne pas y aller. Ça serait légitime. Alors, je ne sais pas si vous essayez. Vous voyez un petit peu, c'est important de se dire que quand je vous parle de ce mental qui donnerait systématiquement les bonnes informations pour gérer les allers-retours dans une relation, c'est un mental qui se laisserait guider soit par les tensions internes ou soit par l'amour, les forces d'attraction d'amour inconditionnel, et non par des forces d'attraction d'amour égotique, puisque dans les forces d'attraction d'amour égotique, c'est des forces d'attraction dirigées par les peurs qui prennent le dessus sur les forces de répulsion légitimes dirigées par l'âme. Voyez ? Donc, ce mental, il nous donne de sacrées informations. Et on ne peut pas faire sans dans ce monde yang. Mais ce mental, on doit l'aider à écouter les messages de son âme plutôt que de ses peurs, pour qu'il protège l'ego, ce mental. L'ego qui est complètement malmené, cet ego, quand il est dirigé par les peurs plus que par l'âme. Et ça serait logique qu'au fil, comme je vous dis souvent, au fil des incarnations, les flammes, mais toute personne, comme je vous dis souvent, aurait sa flamme jumelle. Donc on serait dans le dernier niveau élevé du jeu, dans le lien flamme jumelle, mais chaque personne qui aurait rencontré sa flamme jumelle serait dans le dernier niveau élevé du jeu. Donc le défi serait plus ambitieux parce que la moindre des failles dans la posture d'affirmation juste de la personne serait réveillée bruyamment par un masculin chargé inconsciemment de mettre en miroir de façon amplifiée la moindre faille d'ajustement du féminin. Et on voit que même si au fil des incarnations, la personne avait libéré le plus gros du matériel traumatique, dans ce dernier niveau élevé du jeu que serait le lien flamme jumelle, la moindre des failles de ce qui reste à épurer de matériel traumatique serait réveillée de façon bruyante afin de l'épurer. Donc, le mental serait d'autant plus soumis, dans ce dernier niveau élevé du jeu, le mental serait d'autant plus soumis au risque de parasitage par les peurs. Et donc ce mental pourrait dysfonctionner de façon signifiante même dans ce dernier niveau élevé du jeu, puisque même s'il y avait moins de matériel traumatique à épurer en cette fin de partie, comme ce matériel traumatique serait réveillé bruyamment dans le lien flamme jumelle, le mental serait d'autant plus soumis
au, au dysfonctionnement lié à des peurs qui le feraient, qui seraient particulièrement virulentes et qui l'étoufferaient pour que ce mental écoute davantage ces peurs étouffantes et déformantes que le langage des tensions internes de son âme. Vous voyez ? Donc, encore une fois, toujours vraiment, j'insiste, ce mental, il faut vraiment qu'il dans ce niveau assez élevé, qu'il soit très sensible, très vigilant, ce mental, à écouter fortement les tensions internes en lui, qui lui disent vraiment quand il faut s'éloigner, ne pas attendre le dernier moment, donc les tensions internes en lui, et aussi très sensible aux forces d'attraction, d'amour inconditionnel externe, et surtout pas sensible aux forces d'attraction d'amour égotique. Parce que alors là, l'amour égotique, ce sont les peurs qui prennent le dessus sur les bons messages de protection des tensions internes de l'âme. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut vous dire, ces forces d'attraction de l'amour passionnel, égotique, vont systématiquement prendre le dessus sur les peurs, sur les bons codes d'expression de peur, des tensions internes de l'âme qui s'expriment dans le corps. Donc il faut vraiment bien discerner entre l'amour inconditionnel que vous ressentez dans votre corps et l'amour passionnel qu'on appelle l'amour égotique, pour vous dire, quand je vous dis qu'il faut faire attention au langage, parce que on a tellement été habitué à parler de l'ego dans ses dysfonctionnements que quand on parle de l'amour égotique, on ne se rend pas compte qu'on est dans le faux. Cet amour dysfonctionnel, où on écoute plus ses peurs. En fait, c'est pas l'amour égotique. On assimile les langages de nos peurs au langage de notre ego. On assimile les peurs, ces énergies négatives, avec notre ego, ce qui va très loin. Et à force d'avoir installé cette façon de parler dans notre langage quotidien, on ne se rend pas compte qu'à chaque fois qu'on parle de l'ego, on fait une confusion d'identité. Celui qui fait dysfonctionner l'âme, ce n'est pas l'ego. L'ego, il est aussi essentiel que l'âme. Celui qui fait dysfonctionner l'âme, c'est la peur. C'est la peur, c'est pas l'ego. L'ego, il est aussi victime que l'âme de ce qui se joue. L'âme et le véhicule de l'âme, qui est l'ego, sont victimes de ces peurs. De ces peurs qui tentent à posséder l'âme et le véhicule de l'âme. Cela, il faut vraiment réaliser à quel point ce langage dysfonctionnel s'est introduit dans des approches spiritualisées afin encore de mieux amener les gens à la confusion et qu'ils n'arrivent pas que l'homme fasse de l'ego et du mental son ennemi, quoi, tout simplement, quoi. C'est aussi simple que ça quand on y pense, mais c'est là où c'est troublant. Et le langage apporte cette possibilité de division afin de mettre l'homme en déséquilibre. Donc je vous invite à voir comment le langage sert à diviser, et pour mieux régner, quoi, c'est toujours pareil. Mais l'ego et le mental sont aussi indispensables dans ce monde yang. Si l'âme n'a pas d'habitacle pour vivre dans ce monde yang, elle ne peut pas exister. Nous, dans ces mondes yang, nous n'appartenons pas au monde yin, donc on a besoin de notre corps et de notre ego. Cet ego qui fait son boulot à partir du moment où le mental écoute plus
cet ego justement que les peurs. L'ego, il va vous donner les tensions internes quand il faut se mettre en retrait. En retrait, oui. Il va vous donner les modes de protection. Pourquoi des moments on se met dans des situations douloureuses? Parce qu'on écoute les forces d'attraction de l'amour apeuré, les forces d'attraction de cet amour dirigé par le jugement, la jalousie, par toutes ces énergies négatives. Et ces forces d'attraction négatives ont plus de poids que notre ego qui pourtant introduit les bonnes tensions internes en nous pour nous protéger. Voilà. L'ego, finalement, on pourrait l'assimiler, encore une fois, à celui qui nous donne les tensions internes dans notre corps pour nous protéger. L'ego est assimilé à toutes ces forces de contrainte pour préserver notre individuation. L'âme, on pourrait l'associer à ces forces d'attraction dirigées vers l'extérieur dans l'amour partagé. Mais l'âme comme l'ego serait aussi indispensable pour nous permettre d'avoir les bons mouvements de régulation dans la relation. Voilà. L'ego, il serait plus chargé de nous aider à nous mettre en retrait dans les relations. L'âme serait plus chargée de nous faire partager dans les relations. Mais ces deux forces complémentaires ou opposées nous permettraient de bien réguler l'équilibre relationnel à autrui. Voilà. J'insiste parce que c'est très important, qu'il faut voir que l'ego et l'âme sont aussi indispensables pour nous faire ressentir les sensations justes, pertinentes, afin de bien réguler l'équilibre relationnel et afin que le mental soit attentif à ces signaux de l'âme et de l'ego aussi essentiels. Et c'est bien les peurs, les énergies négatives, le matériel traumatique, vous y mettez tout ce que vous voulez, c'est bien eux qui donnent les fausses informations pour étouffer l'âme et l'ego. Donc les forces d'attraction et de répulsion seraient ces indicateurs constamment présents en l'homme au travers de son âme et de son ego. Ces forces seraient donc des indices essentiels afin de gérer adéquatement les allers-retours dans la confrontation à nos peurs, afin de nous permettre l'équilibre relationnel et de bien-être dans ce monde yang. Avez-vous constaté combien tout est fait dans ce monde aveuglé pour que l'homme remette son savoir de guérison à un tiers extérieur plutôt qu'à lui-même? Tout est fait pour qu'on s'en remette à un sauveur extérieur, alors qu'il n'y en a pas de sauveur extérieur. Vous aurez toujours des bons accompagnants, des bons aidants, des bons soutiens émotionnels au travers de votre entourage extérieur. Mais la solution serait dans notre corps, dans nos symptômes. Comme je vous dis souvent, le symptôme détiendrait en son cœur les clés de la guérison, puisqu'il permettrait d'aménager le cadre des nouveaux schémas fonctionnels à mettre en place. Donc, le symptôme nous aide à mettre en place les bons schémas fonctionnels quand on n'y arrive pas de nous-mêmes. Tout est dans ce symptôme et dans ces sensations du corps qui nous donnent les clés d'avancement. Voilà l'essentiel à comprendre. Et que les bons aidants, ce sont ces aidants qui vont être à l'écoute pour vous aider à comprendre les bons repères qui s'expriment dans votre corps et dans vos symptômes, pour vous guider, pour vous faire avancer. Vous voyez ? Pas une prise en charge depuis 20 ans n'a disconfirmé ce constat objectivable. La solution, les clés du bien-être sont dans le corps et le symptôme. Ainsi, le sauveur serait interne. Il ne serait pas du tout externe, même si nous avons besoin d'être soutenus émotionnellement et d'être motivés, d'être encouragés à écouter notre corps
Hein, quand vous avez un coach qui va être là présent en vous disant allez écoute ton corps qui te donne les solutions, c'est vrai que c'est un peu plus facile, mais c'est pas le coach qui va donner la solution. Il a besoin que la personne lui dise ce qu'elle ressent dans son corps. Il a besoin, le coach, que la personne dise ce qu'il ressent dans son corps pour pouvoir aider, pour dire attention, toi tu vois là ton corps il est en train de te dire ça, ton corps il est en train de te dire ça, voilà. Donc, comme je vous dis souvent, le symptôme contraint à l'aménagement du nouveau cadre fonctionnel lorsque la personne est en difficulté pour le mettre en place volontairement. Hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Au travers des nombreuses vidéos de systémique, hein, même les premières où vraiment je ne parlais pas des flammes jumelles, mais vraiment où j'ai bien pointé comment le symptôme et les sensations du corps donnaient les clés de l'avancement, toutes ces vidéos mettent en relief et de façon décortiquée, détaillée, au travers de nombreux exemples cliniques, cette réalité. Hein. La clé est en nous, notre sauveur interne. Pas une seule observation relationnelle, accrochez-vous bien, pas une seule observation relationnelle n'a pu infirmer ce fait depuis que j'observe et que j'analyse en détail toutes les dynamiques relationnelles. Ainsi, le bon aidant ne serait pas celui qui sait à la place du souffrant. Non. Le bon aidant ne sait pas à la place du souffrant. Il serait plutôt, ce bon aidant, un partenaire à l'écoute décortiquant le symptôme dans son contexte d'apparition afin d'en trouver le sens structurant. Cet aidant qui va vous aider à décortiquer toutes vos sensations internes, tout ce langage de votre corps et de votre ego afin que vous y soyez sensible et afin que vous écoutiez votre mental qui perçoit finement ce mental. Plus on le développe, ce que vous dit l'ego, des contraintes pour vous protéger, et ce que dit votre âme, des mouvements d'attraction pour partager dans le cœur avec les autres. L'aidant et le souffrant partageraient dans des échanges de cœur afin de découvrir ce savoir guérisseur inscrit au cœur des troubles. C'est pour ça que je vous dis souvent, bien sûr, pour avoir accès à ce savoir et pour aider ce mental à fonctionner au mieux, on a besoin autant du cœur et de l'amour. C'est pour ça que je vous dis c'est du 50-50, on a autant besoin de notre mental que de notre cœur, puisque c'est dans les partages authentiques d'amour entre deux personnes que la personne en souffrance va oser se révéler, se confier et donner vraiment, partager vraiment ce que son corps lui est en train de lui dire. Donc vous voyez que pour qu'un aidant puisse vraiment aider, il faut qu'il ait en face de lui quelqu'un en confiance qui ose lui parler de ses sensations de corps. Hein, une personne ne va pas facilement parler de ce qu'elle vit dans son corps. Une personne ne va pas facilement s'écouter. Elle va même tricher avec elle pour ne pas entendre son corps. Donc il y a tout un travail de partage dans l'amour, mais qui doit se faire naturellement, qui se fait naturellement plus. Chacun comprend que des deux côtés, chacun apprend autant et donne autant de cœur dans le lien. Et on voit que dans ce mélange d'amour et d'observation, d'expérience, le mental et le cœur sont aussi importants. Et ce mental va de mieux en mieux fonctionner, plus le matériel traumatique va s'épurer, mais ce matériel traumatique, c'est normal que tant qu'il est trop signifiant, il va vraiment souvent induire en erreur le mental. Hein. Le matériel traumatique signifiant va faire en sorte que le mental il va être plus étouffé par le langage des peurs que par le langage véridique, pertinent de son ego qui lui dit dans les sensations internes ce qu'il doit entendre. Voyez ? C'est ça qui est vraiment essentiel à comprendre, hein, c'est que l'ego il donne toutes les informations. L'ego sans les peurs, l'ego quand il n'est pas entouré de peur qui étouffe cet ego, l'ego il donne toutes les bonnes informations pour qu'on écoute notre corps afin de mieux le protéger. L'ego il donne les mouvements de répulsion pour se mettre en retrait des situations dangereuses.
Ce mental, quand il dysfonctionne, c'est parce que c'est le langage des peurs qu'il écoute plus, ce mental, que le langage de son ego, qui lui dit de ne pas y aller, quoi, dans les mouvements de répulsion. Et de même que ce mental, quand il dysfonctionne, il écoute davantage le langage des peurs que le langage de l'attraction dans l'amour inconditionnel. Quand c'est du vrai amour inconditionnel et qu'il faut y aller dans le partage, il peut se bloquer, ce mental, en écoutant plus les peurs qui vont le gouverner en utilisant tous les... ces peurs qui vont le gouverner par des forces obscures, de jalousie, d'impulsivité, de jugement, d'envie malsaine. Vous voyez, tout cela, c'est vraiment pour vous faire réaliser que l'ego, il donne autant des bons codes que l'âme. Hein. Mais l'ego, il va plus être centré sur les forces de contrainte pour vous protéger, et l'âme va être plus centrée sur les forces d'attraction pour partager au bon moment. Le méchant là-dedans, c'est la peur. Je ne saurais vous le dire. C'est la peur. C'est la peur qui essaie de se déguiser en disant non, c'est pas moi, c'est l'ego. Non, c'est pas moi, c'est l'âme. Ben non. Surtout, elle dit non, c'est pas moi, c'est l'ego. Hein, non. L'ego, lui, il a eu le mauvais rôle pendant très longtemps. Il est temps qu'il soit remis et mise en relief dans tout ce qu'il a toujours fait de méritant, cet ego, à vouloir protéger l'homme. Hein. Mais la peur se sert de l'ego en disant « Regardez, c'est lui le méchant ». Non. Faites attention, parce que quand vous discréditez votre ego, c'est vous-même que vous discréditez. Et la peur, elle est très contente de ça. Donc voilà. Donc le travail pertinent de partenariat entre un aidant et un aidé consisterait à être attentif au message du vrai sauveur. Ce corps qui est aussi le véhicule de l'âme. Vous voyez ? C'est donc voilà, ce corps qui est le véhicule de l'âme. Vous voyez que dans un symptôme qui se densifie, il y aurait le réveil le plus en plus marqué d'une âme étouffant et aspirant au retour de l'équilibre. Quand vous avez un symptôme qui grossit, c'est l'âme qui se réveille et qui se rebelle. Elle n'en peut plus. C'est une âme qui est en train d'étouffer, qui aspire à retrouver l'équilibre, qui s'exprime dans un symptôme qui durcit. Hein, c'est le paradoxe. Quand votre symptôme grossit, c'est que votre âme, elle n'en peut plus, elle se réveille, elle ne veut plus se laisser faire. Et ça, c'est positif. Plus le symptôme grossirait, plus l'âme se rebellerait pour hurler et contraindre l'homme à prendre les bons codes du bien-être. Voilà. Ainsi, la tension du symptôme pourrait imposer, dans un premier temps, la paralysie, ce qui permettrait d'entraver les schémas dysfonctionnels. Donc on verrait que le symptôme, sa première utilité dans cette tension qu'il détient en son cœur, c'est de paralyser afin que les anciens schémas dysfonctionnels puissent prendre. Et la deuxième fonction de cette tension du symptôme, dans les contraintes, la nature des contraintes que ce symptôme imposerait, cela obligerait la personne, dans ce qu'elle vit de singulier, à sortir des schémas dysfonctionnels. En fait, on aurait, pour chacun de nous, il n'y aurait aucun hasard, des symptômes spécifiques en fonction de ce que l'on est en train de vivre de spécifique, et la nature des contraintes qui seraient imposées par le symptôme concorderait exactement à ce qu'il nous faudrait pour sortir des anciens schémas dysfonctionnels et pour mettre les nouveaux bons schémas fonctionnels. Genre une sciatique, comme je vous dis, pour telle personne, ça va vouloir dire qu'il faut qu'elle ralentisse le rythme. Dans sa sciatique, elle aura tous les bons codes spécifiques nécessaires dans son histoire d'avancement pour justement progresser. Hein. Donc, on aurait chacun, selon notre histoire. Puis une sciatique, ça peut vouloir dire des choses différentes pour chacun de nous. La contrainte qui est inscrite dans la sciatique peut être différente
pour chacun d'entre nous. Pour un jeune adolescent ou un jeune étudiant qui part et qui n'est pas encore prêt à aller faire ses études loin de ses parents, la sciatique, ça va être par exemple de freiner l'autonomie parce qu'il n'est pas encore assez prêt. Donc ça va aider à ralentir le rythme. Pour une autre personne, comme je vous dis, ça va l'aider à être moins hyperactive dans son boulot si elle s'implique trop dans le boulot et passer dans sa famille, par exemple. Vraiment, la nature de la contrainte du symptôme serait ajustée spécifiquement selon l'histoire singulière de chacun. Il n'y aurait rien de lié au hasard. Hein. Donc, on aurait une première utilité du symptôme, c'est de paralyser pour nous empêcher de reprendre les anciens schémas dysfonctionnels. Et on aurait la deuxième utilité du symptôme, c'est la nature de contrainte spécifique du symptôme qui amènerait chacun de nous, selon notre histoire de vie singulière, à prendre les bons codes fonctionnels qu'il faut prendre pour avancer. Donc, première utilité, le symptôme bloque les anciens schémas dysfonctionnels. Deuxième utilité, le symptôme oblige à l'aménagement des nouveaux bons codes fonctionnels. Et ces nouveaux bons codes fonctionnels sont différents pour chacun de nous. Dans la contrainte du symptôme, il y aurait la contrainte spécifique qu'il faudrait à chacun pour avancer sur des nouveaux schémas fonctionnels spécifiques selon ce que l'on vit, hein, selon l'histoire propre à chacun. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y aurait rien lié au hasard. Hein. Tout ce corps, ces sensations internes, ces symptômes seraient nos amis. Voilà. Cet ego est notre ami. Donc, le handicap vécu dans un contexte précis induirait la reprise du bon tempo dans le partage relationnel entre amour de soi et amour sur l'extérieur, dans ce monde partagé. Donc, je vous avais donné l'exemple de la sciatique. Après, les phobies, vous allez voir que les phobies, dans la contrainte du symptôme, ça va obliger la personne à plus pratiquer l'individuation, s'isoler, là où elle était trop tournée à donner sur l'extérieur. Les phobies, vous remarquerez que ce soit les phobies sociales ou d'autres phobies, se joue dans les phobies. L'utilité de la phobie, c'est d'isoler la personne des relations pour qu'elle pense plus à elle qu'à l'autre, parce qu'en amont, elle aurait trop pensé à investir de façon excessive les relations, ou une relation particulière. Voilà. Une dépression, ça permettrait d'être plus dans l'authenticité quand on s'enferme dans un faux self, par exemple. Des TOC permettraient d'essayer de contrôler là où un lâcher-prise obligatoire doit se faire. Donc ça induirait des résistances pour que le rythme ne soit pas trop lourd dans le lâcher-prise qui serait amené à se vivre par une personne quand elle saturait d'une problématique, elle n'aurait pas assez travaillé en amont. Vous voyez ? Donc tout symptôme aurait son utilité afin d'avancer. Donc je vous interroge, que devraient penser les flammes de cette invitation extérieure récurrente afin de les encourager à ne pas écouter leurs tensions et leurs sensations internes? Qu'est-ce que ça veut dire que ces messages où il ne faudrait pas écouter son corps ou cet ego qui serait assimilé aux peurs? Voilà, je vous invite à réfléchir. Bloquer le mental signifierait bloquer le récepteur des tensions et des élans du corps qui indiquent les mouvements équilibrés à suivre. Ça n'a pas de sens. Le mental, il a, comme je vous dis, avant tout une fonction sensorielle. Il nous permet, ce mental, c'est le récepteur des tensions et des élans en nous. Des bonnes tensions pour nous protéger et des bons élans pour partager au bon moment. Pourquoi bloquer le mental? Alors que c'est l'outil indispensable pour protéger notre véhicule de l'âme et pour que ce véhicule de l'âme s'équilibre au mieux dans les relations de ce monde yang. Anesthésier le mental au travers de diverses techniques d'endormissement psychique serait alors se priver de la solution bien-être. Vous voyez comme quoi c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Ce mental, c'est vraiment
l'outil indispensable de notre ego et de notre âme pour bien vivre. Le mental a avant tout une fonction sensorielle. Certes, il a une fonction intellectuelle, puisqu'en synthétisant toutes les informations autour des règles relationnelles, vous découvrez quelles sont les règles communes d'équilibre dans les systèmes. Mais pour découvrir toutes ces règles communes d'équilibre dans les systèmes, en amont, le mental a une fonction sensorielle, puisque quand vous découvrez les codes universels de l'équilibre, c'est parce que vous avez compris, par renforcement négatif ou positif pavlovien, grâce à votre mental sensoriel, vous découvrez les bons codes. Ah, purement comportementaliste. Ah, tiens, le mental dit de ne pas y aller, j'y vais pas, je vois que ça marche. Ah, le mental dit d'y aller, j'y vais, je vois que ça marche. Ah, bah des renforcements positifs, c'est bon, j'applique ces codes. Quand j'écoute pas le mental, bizarrement, dans ce qu'il me dit de pertinent autour de mes résistances internes légitimes et de ce qu'il me dit de pertinent de mes élans d'amour inconditionnel, et que je l'écoute pas, ça marche pas. Donc on voit que bien sûr le mental va permettre d'analyser dans un second temps, mais en amont, pour qu'il ait bien analysé, qu'il puisse extraire des codes communs de tout système, et ben ce mental, il a avant tout une fonction première sensorielle qui va permettre de comprendre, là c'est agréable, là c'est pas agréable, là c'est bien, ça permet de s'équilibrer, là c'est pas bien, ça permet de pas s'équilibrer. Vous voyez comme quoi la fonction sensorielle est première pour que le mental ait une bonne fonction intellectuelle secondaire. Voilà. Mais la fonction avant tout du mental, elle est sensorielle. Quand on vous dit que le mental, il est là pour faire des calculs ou ceci, cela, interrogez-vous, parce que est-ce que là, c'est pas la peur qui parle? Parce que la peur, en nous, elle va toujours nous bloquer pour qu'on avance. Hein, voilà. Donc, méfions-nous de nos peurs. Voilà, c'est hyper essentiel, mais je le répéterai pas assez, hein, je pense. Mais je le répète quand même, à force. Je pense que tout ça, ça ne peut que parler à un moment donné. C'est tellement cohérent et juste que l'amour de soi, de son ego et de son âme, doit prendre le dessus sur les messages erronés de ses peurs. Donc je vous laisse faire la liste de toutes ces pratiques de détente reposant sur la paralysie du mental. Exercice respiratoire, tawa intégratif, drogue chamanique, transe au travers de danse et de musique, sport extrême, hypnose, méditation, relaxation, technique d'endormissement, yoga, EMDR, EFT, focalisation sur l'instant présent, visualisation, traitement médicamenteux mal dosé, le jeûne, jeûner, libération émotionnelle excessive. Il y a tellement de manières de paralyser notre mental et paradoxalement, c'est en utilisant le corps, notre corps qui est notre meilleur baromètre, qu'on fait du mal à ce corps. Vous voyez le truc quoi. Hein. La peur va jusqu'à utiliser nos peurs vont jusqu'à utiliser notre corps pour nous faire du mal. Voilà. Donc vraiment, il faut vraiment se dire qu'à un moment donné, alors bien sûr, dans les relations aux âmes sœurs et non à la relation flamme jumelle, c'est moins problématique de pratiquer ces techniques de détente. Je dirais même au contraire, c'est bien. Mais quand vous êtes dans les liens flamme jumelle, c'est pas structurant du tout. Parce que dans les liens âmes sœurs, comme je vous ai souvent dit, quand vous êtes dans un lien âme sœur, quand vous n'êtes pas au dernier niveau élevé du jeu et que vous n'avez pas encore rencontré votre flamme jumelle. Cela veut dire qu'il y a encore du matériel traumatique signifiant, encore suffisamment signifiant, épuré, pour que vous soyez suffisamment protégé et que vous ayez du mal à bloquer votre mental. Vous voyez? Parce qu'en fait, ceux qui sont inscrits dans un lien flamme jumelle, ce sont des personnes hypersensibles qui ont une ouverture de conscience signifiante, donc qui ont une capacité à bloquer leur mental facilement. Vous voyez? Donc, c'est cette capacité à bloquer facilement leur mental au travers de techniques
telle que je vous ai décrite juste à l'instant, c'est particulièrement périlleux parce que quand elles bloquent leur mental à ce haut niveau de vibration, elles s'ouvrent en conscience tellement de façon signifiante qu'elles font entrer les bonnes énergies, mais pas que les bonnes énergies, mais aussi les mauvaises énergies. Mais comme elles n'ont plus leur mental pour les protéger et pour les avertir, attention, attention, danger, il y a de l'énergie négative, des peurs qui arrivent, la personne, elle est désarmée, elle n'est pas méfiante et elle ne se protège pas. Donc, elle s'ouvre dans le cœur à tout, les énergies positives comme négatives. Et c'est là que dans l'après-coup, bizarrement, après une période de pratique, de détente, de relaxation, la personne revient dans le vrai monde relationnel après et elle se paye des situations chaotiques dont elle ne connaît pas le sens, ou elle ne comprend pas d'où ça vient. Voilà. Donc, quand on n'est pas inscrit dans un lien flamme jumelle, ce qui est particulièrement bien, c'est bon, quand on est dans les niveaux élevés, dans les niveaux juste avant ce niveau élevé, dans les relations à des liens âme sœur, quand les personnes ne sont pas encore inscrites dans un lien flamme jumelle, ou quand elles vivent plus dans des relations, mais bon, quand elles ne sont pas à ce niveau vibratoire tel que les vivent les féminins, quoi, elles vont être protégées par un mental qui ne va pas facilement lâcher prise. Hein, ainsi, comme je vous ai souvent dit, les personnes vont soit résister en n'étant pas du tout intéressées par cette technique de détente où on bloque le mental, ou soit les personnes, elles vont, comme les personnes dans les prises en charge psychotiques, vont vous dire, si elles font une relaxation, ah non, non, là je ne peux pas faire ça, je ne peux pas visualiser ça, ou je ne peux pas faire ça, je suis trop angoissée. Les personnes psychotiques vont avoir des angoisses qui vont les amener à ne pas investir ces méthodes. Vous voyez? Donc, le matériel traumatique étant plus signifiant, ces personnes ont plus de difficultés à lâcher leur mental, et tant mieux, elles le gardent, parce qu'elles ont des protections plus signifiantes, étant donné qu'elles ont un matériel traumatique ou protecteur finalement, ou comme elles ne sont pas en haute vibration encore, puisqu'elles ont un matériel traumatique plus élevé, elles savent mieux se protéger et mieux écouter leur résistance. Hein, vous voyez? Donc, mais dans ce dernier niveau élevé du jeu que serait le lien flamme jumelle, le féminin aurait une facilité à bloquer son mental, et comme dans ce haut niveau élevé du jeu, chaque matériel traumatique, même le moins signifiant, va être réveillé fortement et va faire du bruit, ça pardonnerait pas, quoi, parce qu'en même temps, il faut se dire, oui, certes, il reste peu de matériel traumatique, mais dans haute vibration, ce matériel traumatique, il va s'exprimer bruyamment, puisque ça fait désordre dans le décor, quoi. C'est des anomalies qui font désordre. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça. Donc, ces techniques de détente, hein, telles que je vous ai décrites, hein, peuvent soulager transitoirement la flamme dans son stress, mais dans l'après-coup, elle va se retrouver dans des dynamiques relationnelles chaotiques. Elle se demandera pourquoi. Il est essentiel de réaliser que toutes ces tensions que la flamme veut annuler aussi précipitamment, toutes ces tensions ont du sens. Ces tensions internes protègent la flamme. Ces tensions internes qu'elle ressent et qui lui sont inconfortables, même en haute vibration, ont du sens. Elles ont paradoxalement un sens de la protéger. Ces tensions sont là pour informer et aider la personne à reprendre des codes relationnels plus fonctionnels. Hein? Les résistances internes induiraient en effet des problématiques relationnelles à résoudre jusqu'au bout. Et surtout dans ce dernier niveau élevé du jeu, puisqu'il faudrait épurer le moindre matériel traumatique jusqu'à sa totale racine, chaque faille serait réveillée bruyamment. Sinon, comme je vous dis toujours, pour libérer une problématique, il faut qu'elle sature. Donc, c'est logique qu'il y ait une autre vibration pour épurer les restes, les moindres résidus du matériel traumatique, parce que c'est en saturant le matériel traumatique qu'on le libère. Donc, il faut cette haute vibration pour saturer le matériel traumatique et le libérer. Vous voyez ? Donc, il est logique que chacun, en fin de parcours, rencontre sa flamme jumelle et à un moment donné,
même dans la moindre matériel traumatique à épurer, même le plus minime, il soit réveillé de façon bruyante pour le faire saturer. Si on ne le fait pas saturer, il ne peut pas se libérer totalement, quoi. Donc, les résistances internes marqueraient encore ce qui reste de problématique à travailler. Et ces résistances internes seraient particulièrement lourdes pour les faire saturer plus rapidement afin de libérer la souffrance. Pour ça qu'en mode vibration, la moindre des petites failles va faire souffrir à fond parce que cette moindre petite faille doit être mise à saturation pour la libérer. Vous voyez? Donc c'est vrai, ça peut être une petite faille minime, mais la haute vibration va amener la personne à en souffrir fortement pour que cette petite faille minime soit totalement saturée et pour la libérer. Donc le souffrant tenterait par des techniques corporelles et superficielles d'endormir un mal relationnel plus profond. C'est ça le problème. Vous allez beau faire ces techniques corporelles, c'est comme si on pensait une blessure en surface, mais ça peut s'infecter en profondeur si on ne travaille pas le problème de façon plus élaborée, c'est-à-dire dans le relationnel. Les problématiques doivent se travailler dans le relationnel. L'homme utiliserait son corps pour étouffer les signaux protecteurs que ce même corps lui aurait donnés en amont. C'est ça le paradoxe dont je vous parlais tout à l'heure. On utiliserait dans ces techniques de détente le corps pour étouffer les bons signaux que ce corps nous aurait donnés en amont. Les bons signaux de protection que ce corps nous aurait donnés en amont. Quel triste paradoxe. Et pourtant, ce serait une vérité démontrable. Dans l'après-coup de ce moment de détente artificielle, le souffrant verrait alors ses douleurs ressurgir et s'accroître. En effet, le mal ne pourrait s'éteindre que furtivement pour mieux réapparaître. Les déséquilibres relationnels, source de stress, n'auraient pas été élaborés pendant ces techniques de détente corporelle. Donc ces déséquilibres relationnels se remanifesteraient sous forme d'une recrudescence de symptômes émergents pour libérer définitivement la problématique relationnelle en profondeur. Donc vous voyez que tout aurait du sens et que si, quand la personne n'est pas flamme, n'est pas inscrite dans un lien flamme jumelle, c'est pas un problème ces techniques de détente parce qu'elle va être suffisamment protégée par ce mental que la personne non inscrite dans le lien flamme jumelle, ce mental, elle ne va pas le lâcher, la personne non inscrite dans un lien flamme jumelle. La personne dans un lien non flamme jumelle va avoir cette protection elle aura plus de facilité à ne pas bloquer son mental, parce qu'elle va être plus en résistance, elle ne bloquera pas facilement son mental, la personne qui n'est pas inscrite dans un lien flamme jumelle. Mais la personne inscrite dans un lien flamme jumelle, elle peut facilement bloquer son mental. Elle a une ouverture de conscience tellement signifiante qu'elle peut transitoirement se détendre facilement, bloquer son mental, parce qu'elle est tellement inscrite dans les liens lignes, des liens d'amour, et qu'elle peut vraiment, en début de parcours, flamme jumelle bien sûr, parce que plus elle avance, plus elle se rend compte que être que dans les codes yin, c'est totalement chaotique et déformant. Donc, elle est amenée, la flamme jumelle, au travers de ses renforcements positifs et négatifs dans ce qu'elle vit, elle est amenée à comprendre ces codes. Mais c'est important de ne pas les comprendre au dernier moment, parce que les peurs en nous s'alimentent de ces erreurs et étouffent l'âme de cette façon. Donc, il est essentiel de se dire que oui, les flammes jumelles ont des facilités à bloquer leur mental quand elles seraient trop gentilles ou trop naïves et qu'elles penseraient que tout est rose sur l'extérieur et qu'elles n'auraient pas à faire avec un matériel traumatique à épurer
autour d'elles. Hein, non, cette paix intérieure qu'elles vont avoir, ça sera en fin de parcours. En attendant, ces flammes doivent être vigilantes à ne pas bloquer leur mental tant qu'elles ne sont pas en fin de parcours, parce que le mental, certes, en fin de parcours, il aura moins à travailler, donc comme le 50-50 d'amour entre soi et l'autre sera plus fluide, le mental travaillera moins. Mais en attendant, tant qu'il y a du matériel traumatique, il faut que le mental continue à travailler. On n'est pas encore à la fin du travail, donc le mental, il a à continuer à travailler. Hein. Donc c'est essentiel de se dire que la flamme jumelle, dans son excès de générosité et de naïveté, ferait trop confiance au langage de la peur, ou soit des moments qui iraient au contraire il y aurait au contraire cette attitude d'être trop confiant aussi, ça peut être ça aussi, hein, pas être trop naïf, mais la flamme jumelle peut être trop naïve, mais aussi trop confiante, et croire que elle est en fin de parcours, hein, quand elle dit elle n'y est pas encore. Non, elle n'a qu'à se remettre dans le lien flamme jumelle avec son masculin pour savoir très vite si elle est en fin de parcours ou pas. Ça pardonne pas. C'est-à-dire que dans un lien de flamme jumelle en haute vibration, le moins des matériels traumatiques est réveillé par le masculin. Donc si elle pense qu'elles sont dans l'amour, la paix intérieure, et qu'elles sont arrivées en fin de parcours, je leur conseille de se remettre face à leur masculin. Elles verront vite si elles sont en fin de parcours ou pas. Parce que si elles ont un masculin qui réveille de façon dysfonctionnelle un matériel traumatique non épuré en elles le sauront très vite. Elles verront qu'elles ont besoin de leur mental afin de savoir comment gérer la relation à ce moment-là. Et de leur mental pour se mettre en retrait et ne pas rester soit trop longtemps dans la relation, enfin pas alimenter les peurs, une matériel traumatique, ou voilà, et c'est voilà, c'est essentiel de se dire que on ne peut pas travailler dans son coin. Non, c'est dans le relationnel que se travaillent les peurs, la libération des peurs. Hein, c'est pas de façon isolée. Ça, c'est artificiel. Même si j'insiste, hein, dans les liens autres que flamme jumelle, bien sûr, toutes ces techniques de détente ont du sens. Hein. Tant qu'on est protégé par notre mental, ça peut que nous aider à nous détendre, toutes ces techniques. Mais le problème, c'est que dans le lien flamme jumelle, ça marche autrement. Les flammes n'utilisent plus leur mental du tout dans ces techniques de détente. Et là, c'est bien problématique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que j'aurai été assez précise, mais je vous invite vraiment à relire soit l'article ou à réfléchir de votre côté à ce baromètre pertinent du mental qui est indispensable. De toute façon, je vais refaire une vidéo sur le sujet. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.